Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sébastien Abyss, patron de Déméter. Déméter, c'est ce livre annuel, ce rapport sur les questions agricoles, d'alimentation, de nourriture, comment nourrir la planète, qui est édité chaque année, Nourrir 2050 de la fiction à la réalité. Et on va parler aujourd'hui, Sébastien, de Trump, parce qu'il y a aussi un facteur Trump pour les questions agricoles. Oui, quelque part, depuis 3-4 mois, on observe que Donald II reprend à la fois des arguments et des stratégies des politiques qu'il avait déployées dans son premier mandat, mais surtout, on voit que sur un certain nombre de sujets où il a fait l'actualité internationale ou nationale, il y a toujours en fait une dimension agricole et alimentaire qu'on peut observer et qui sont des choses qu'on analyse dans le Déméter tous les ans. Et c'est vrai que Trump, quelque part, nous rend un peu service parce qu'il montre que les questions agricoles et alimentaires sont centrales dans les affaires stratégiques et les jeux géopolitiques contemporains. Alors notamment, c'est très important dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Oui, parce que la Chine, en fait, a un très, très gros excédent commercial, tous azimuts, mais c'est le plus gros déficit, commercial, agricole et alimentaire de la planète. La Chine, en 2024, avait un déficit de 200 milliards de dollars sur le plan agricole et alimentaire. Et en fait, la C'est le Chine, secteur où ils sont déficitaires. c'est en fait le seul secteur où ils ont un tel trou dans la raquette et en fait la Chine le sait parfaitement. Donc la Chine s'approvisionne énormément aux États-Unis ces dernières années, c'est pas nouveau, ce n'est pas le seul fournisseur. Mais c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs aux États-Unis ont besoin du marché chinois. Ont besoin du marché chinois. Et en fait, la Chine, depuis 5 ans, avec à la fois le Covid et finalement ce découplage de plus en plus fort avec les États-Unis sur le plan économique et commercial, la Chine a intensifié ses relations, surtout avec l'Amérique latine et notamment le Brésil. Et donc, plus la rivalité entre les États-Unis et la Chine s'intensifie dans tous les domaines, plus sur le plan agricole et alimentaire, les farmers américains perdent le marché chinois, la Chine, qui a toujours aussi faim, a besoin de s'approvisionner ailleurs, et là, on voit les BRICS s'associer entre eux sur le plan alimentaire et agricole très nettement, le Brésil, mais aussi la Russie, parce que la Russie sait que la Chine a besoin aussi de ses matières premières agricoles. Et y compris d'ailleurs à l'Argentine, très hostile avec Milei à la Chine, mais qui finalement a besoin du marché chinois pour ses exportations. Oui, l'Argentine comme le Brésil, le soja, le maïs, en fait, prennent ce que j'appelle les grainoducs, en fait, ces grands couloirs maritimes internationaux pour approvisionner la Chine. Et la Chine, en fait, sur beaucoup de matières premières agricoles, est aujourd'hui dans un tel besoin de s'approvisionner aux quatre coins de la planète que finalement, elle n'illustre aujourd'hui que ce qu'elle a développé depuis 10-15 ans avec les routes de la soie, c'est-à-dire c'est aussi de la logistique pour s'approvisionner sur des matières premières dont elle a besoin. Et une matière première dont elle a terriblement besoin, c'est celle agricole et celle qui nourrit, parce qu'encore une fois, quand vous avez 1,5 milliard d'habitants à la maison qui ne veulent surtout pas céder aujourd'hui en termes de sécurité alimentaire, le pouvoir central à Pékin, s'il faut se découpler avec les États-Unis et faire le match, ils le feront. En revanche, ils ne feront pas le match avec la rue, les urbains et les consommateurs chinois qui ont aujourd'hui besoin de préserver cette garantie. Est-ce qu'à terme, dans le bras de fer annoncé entre la Chine et les États-Unis, il pourrait y avoir en fait, la Chine pourrait délaisser les BRICS pour dire bon, pour avoir la paix avec les amis, j'achète de nouveau beaucoup de produits agricoles américains et comme ça, ils m'embêtent plus sur le reste des exportations. On pourrait tout à fait voir que les deux pays s'entendent parce qu'ils ont des intérêts réciproques, en effet. On a souvent des débats aujourd'hui sur savoir est-ce que la rivalité sino-états-unienne va aboutir à une guerre ou au contraire à une espèce d'entente pour se partager le monde et finalement entre deux grands géants voir qu'ils ont des complémentarités plutôt que des rivalités. Ce qui est certain, c'est que la Chine a encore besoin des États-Unis sur certains aspects, mais néanmoins, on voit quand même une Chine qui est beaucoup plus stratège peut-être que les États-Unis et notamment Donald Trump pour préparer les coups d'après. Et c'est vrai que investir dans la logistique et les productions agricoles au Brésil, ça s'intensifie. C'est vrai aussi avec l'Argentine, c'est de plus en plus vrai avec le Paraguay, autre grande puissance agricole sud-américaine dont on devrait parler. C'est vrai évidemment avec des matières agricoles et alimentaires des productions africaines. C'est vrai aussi avec la Russie. Et demain, pourquoi pas l'Ukraine? On a tendance à oublier la Chine dans le dossier ukrainien. L'Ukraine, c'est aujourd'hui des productions agricoles qui comptent, céréalières, dont la Chine a besoin. Et les routes de la soie vers l'Europe, elles passent aussi potentiellement demain de plus en plus vers l'Ukraine, vers la mer Noire. Et là aussi, on peut très bien imaginer demain un grand continuum Ukraine, Russie, Chine, où finalement l'Europe est perdante et les États-Unis mal arrimés. Alors, est-ce que justement la question agricole a une place importante dans les relations entre l'Europe et les États-Unis, autrefois alliés et qui maintenant ne semblent plus tout à fait l'être comme auparavant?
Alors oui, parce que encore une fois, là aussi, les relations commerciales entre les deux rives de l'Atlantique ont une dimension agricole et alimentaire qui est assez incontournable. Pour faire simple, on a des importations en Europe de certains produits type soja des États-Unis qui restent importants, mais on utilise aussi énormément de logiciels informatiques en agriculture et dans les systèmes alimentaires, dont les logiciels, les datas sont états-uniens. Nous avons aussi les machines, les tracteurs, etc. Donc bref, il y a un certain nombre d'intrants, et on pourrait rajouter l'énergie, le gaz de schiste qui fait partie aujourd'hui des énergies dont on a besoin pour produire dans l'industrie, en agriculture et dans l'alimentation. Dans l'autre sens, on a beaucoup de productions européennes qui trouvent dans le marché états-unien un marché important. Moi, je suis très sensible au fait que les États-Unis, c'est la troisième population mondiale. Et en fait, c'est le troisième marché dans sa taille démographique après Chine et Inde. Et en fait, c'est beaucoup plus facile pour des entreprises européennes d'opérer aux États-Unis, de vendre ou d'installer des usines aux États-Unis, parce que c'est un grand marché et parce que c'est quand même plus simple qu'en Chine et en Inde. Et donc, on voit beaucoup d'entreprises agroalimentaires européennes qui redoutent des pertes d'accès au marché états-unien par sa taille, par plus de taxes. Et en fait, les États-Unis, de Trump qui met des tarifs, aujourd'hui, quelles sont les trois grandes puissances agricoles alimentaires qui ont un excédent avec les États-Unis dans ce secteur? Le Mexique, le Canada et l'Union européenne. Et donc on voit que ces trois pays, trois ensembles de pays, dans les taxes de Trump, ont une très très grande sensibilité. On pourrait rajouter un pays qui a été extrêmement taxé le 2 avril dans les agencements que Trump a voulu placer, c'est le Vietnam. Vietnam qui est devenu une superpuissance agricole alimentaire. On revient beaucoup sur le Vietnam dans le Déméter tous les ans parce que c'est un pays qui tous les ans monte en capacité. Et puis le produit, il exporte énormément. Le Vietnam s'est pris des taxes importantes, autour de 50%. On va voir ce que ça donne. Mais donc, on voit que les États-Unis veulent corriger leur déficit commercial avec un certain nombre de pays, y compris dans le terrain agricole et alimentaire. Et un secteur qui est très fragile en Europe en la matière, c'est le secteur aussi des boissons, des alcools, parce que le marché états-unien est un marché important. C'est 20% à peu Voilà. près des célébrations françaises. Alors, tu parles également de l'USAID, l'Afrique, qui est un continent important. La fin de l'USAID a aussi des répercussions dans le domaine agricole. Oui, encore une fois, quand Trump remet les questions agricoles et alimentaires en perspective par les politiques, stratégies, déclarations ou mensonges qu'il déclame, en fait, depuis 3-4 mois, il y a aussi évidemment l'Afrique et l'ensemble des questions d'aide d'urgence humanitaire. USAID, aujourd'hui, c'est une agence qui a un rôle important sur les systèmes de santé, les systèmes d'éducation dans beaucoup de pays africains. Il a annoncé des grosses coupes parce que l'Afrique, c'est pas sa priorité, parce que USAID ferait mal son travail et que dans les coupes budgétaires fédérales, ça fait partie des désengagements importants qu'il a annoncés. Et il faut savoir que les États-Unis sont aussi la moitié du budget du Programme alimentaire mondial. Alors le Programme alimentaire mondial, c'est une agence des Nations Unies, qui est une agence de logistique, qui en fait rapproche l'offre et la demande, et qui intervient dans les pays en crise. Crise parce que catastrophe naturelle climatique, crise parce que guerre, etc. Et le PAM, la moitié de son budget, c'est une contribution volontaire des États-Unis. Donald Trump a annoncé aussi retrait de l'USAID, donc retrait du PAM, et donc le PAM va avoir son budget divisé par 2 en 2025 et peut-être encore plus en 2026. Le PAM intervient au Soudan, le PAM intervient à Gaza, le PAM intervient en RDC. Et donc, un PAM moins bien doté par les États-Unis, c'est un PAM qui sera dans une incapacité, sauf si d'autres pays sont capables de remplacer les États-Unis, mais personne pour l'instant s'est prononcé. Mais c'est un PAM qui interviendra moins sur les questions de sécurité alimentaire. Et donc on sait que quand des territoires ont encore plus d'insécurité alimentaire, c'est encore plus d'instabilité géopolitique et encore plus de crises potentielles dans la durée. Le PAM, c'est notamment l'alimentation des enfants. Et je rappelle quand même que 7000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de faim encore dans le monde dans lequel on parle. Donc apporter de la nourriture dans les pays où on ne produit pas assez, ça reste quand même un sujet de géopolitique. Ceux qui ont des dommages irréversibles, faute de nourriture abondante et suffisante. Merci Sébastien, je renvoie à la lecture de Toujours passionnant Déméter, paru chaque année, cette année, Nourrir 2050, de la fiction à la réalité.